Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live, le premier que j'anime depuis la rentrée. Donc, ça fait longtemps. J'espère que je ne serai pas trop rouillé. On va laisser les gens se connecter. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Ok, alors bonjour tout le monde et merci pour votre présence dans ce nouveau live. Aujourd'hui, on accueille Tanguy et Emmanuel, qui sont deux bébés Dashlane, hein, qui ont commencé leur carrière chez Dashlane et qui vont nous parler de la manière dont ils ont mis en place toute une méthode pour tenter de prédire l'impact business des initiatives produits. Donc, on est sur deux profils, Product Data Analyst. J'en profite pour vous donner l'info, ils ont été publiés dans Reforge. Pour ceux qui ne connaissent pas Reforge, c'est un super médium, notamment sur le product management. Et ils ont un artefact qui a été publié, donc c'est une sorte de template que vous pourrez réutiliser. Moi, je vous conseille vivement d'aller regarder sur Reforge. Et bravo à eux, parce qu'il y a peu de Français qui sont publiés. Alors, on va commencer. Pour rappel, nous, donc, c'est The Product Crew. Je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent. Mais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà, nous, notre mission, c'est d'aider les talents de la tech à progresser, libérer leur potentiel et trouver le job qui leur correspond vraiment. Et en parallèle, d'aider les entreprises à recruter les talents qui viendront impacter leur organisation. TPC, aujourd'hui, c'est l'un des plus grands réseaux sélectifs tech et produits en France. On est plus de 10 000 membres dans la communauté. C'est entièrement gratuit et ça a vocation à le rester. Ce à quoi vous pourrez accéder en étant membre de la communauté, c'est des événements, aussi bien des webinaires comme aujourd'hui que des événements physiques, bien sûr accès à nos jobs, des masterclass, des ressources, du coaching. Côté entreprise, aujourd'hui, il y a plus de 800 entreprises tech qui nous ont fait confiance. En moyenne, on met 30 jours pour les aider à trouver la bonne personne. En moins de 24 heures, on peut vous présenter 20 profils qualifiés pour votre besoin. Donc, n'hésitez surtout pas, si c'est pertinent pour vous d'échanger là-dessus. Vous pouvez voir quelques-uns de nos partenaires en bas de ce slide. À gauche, un QR code pour rejoindre la communauté, si vous êtes candidat, et à droite pour recruter avec nous, donc plutôt pour les entreprises. Je laisse cette slide rapidement, où il y a des gens qui prendraient vraiment leur téléphone pour scanner les QR codes. Je ne sais pas si ça arrive, mais on espère. Alors, j'en profite aussi rapidement pour donner un petit état des lieux du marché, car c'est un sujet sur lequel on me sollicite souvent. Alors, en ce moment, on voit une véritable dichotomie, on pourrait dire, entre d'un côté les startups early stage qui continuent à recruter, des entreprises qui arrivent à lever des fonds dans ce contexte compliqué, notamment sur des belles promesses innovantes. On voit pas mal de boîtes orientées sur l'intelligence artificielle. Notamment, il y a un petit effet d'opportunité aussi, hein, parce que certains profils assez expérimentés jouent le jeu, disons, de retenter une aventure un peu plus entrepreneuriale. Et donc, voilà, un petit effet d'opportunité. Et côté scale-up, alors c'est un petit peu l'inverse. On voit qu'il y a pas mal de boîtes qui ont eu du mal à se refinancer. Il y a un vrai switch, un focus de la scalabilité vers la rentabilité. C'est malheureusement les équipes produits et tech souvent qui en pâtissent, notamment dans l'univers B2B. On voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont privilégier les profils commerciaux dans cette période. Tac. Et il me semble que c'est tout pour moi. Alors, juste avant de commencer, on va vous partager un petit slido, un petit sondage qui concerne le sujet du talk, afin de savoir si vous, dans votre entreprise aujourd'hui, vous essayez d'estimer l'impact business de ce que vous allez produire avant de le mettre en prod. Je laisse Gabriel partager le petit slido. N'hésitez pas à scanner le QR code pour y répondre ou sur slido.com avec le numéro qui s'affiche sur le slide. Et on va laisser un petit peu le temps pour que les personnes répondent. Tac. Et tac, tac. Et après, derrière Tanguy, Manu, vous allez pouvoir enchaîner. Oui, pour chaque décision prise. Donc, on voit qu'il y a plutôt une belle tendance au oui. J'étais sûr qu'il y aurait certaines entreprises aussi qui allaient répondre non. C'est malheureusement pas possible dans tous les contextes.
Et écoutez, on commence déjà à avoir une cinquantaine de réponses, hein, donc on voit une petite tendance qui se dessine, hein, on va dire 80-20, grosso modo. Et écoutez, je vous laisse peut-être enchaîner, Tanguy Manu. Yes. Oui. Hop, partager mon écran. Ok. Bonjour à tous. Je pense que j'espère que vous m'entendez bien. Donc merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Et surtout pour commencer, merci à The Product Crew de nous recevoir. Nous, on est très fans de ce type de communauté. On suit déjà pas mal le contenu et on a bénéficié de pas mal de bons retours d'expérience. Donc on espère pouvoir vous partager les nôtres aujourd'hui avec des outils actionnables. Et donc c'est un peu l'objectif des 25 prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Donc, avant de débuter, rapide présentation. Donc, moi, je m'appelle Tanguy, j'ai 25 ans. Ça va faire un peu plus de 3 ans que je travaille chez Dashlane maintenant. Et moi, c'est Manuel. J'ai 24 ans et ça fait bientôt 2 ans que je travaille à Dashlane aussi en tant que product analyst. Et on a beaucoup collaboré avec Tanguy sur plein de projets différents depuis. Donc, super content aussi de pouvoir partager ça aujourd'hui avec vous. Yes. Donc, juste rapidement, donc la problématique dont on va vous parler aujourd'hui, on va présenter un peu Dashlane. C'est une des problématiques qui a été un peu fil rouge. Donc, nous, chez Dashlane, on a une scale-up. On parle pas mal de sujets de besoin de rentabilité et donc de prouver l'impact business des initiatives produits. On a été pas mal challengé par l'exécutif et aussi les leaders côté produit pour arriver avec une approche de ce côté-là. On est parti de loin. On a appris beaucoup de choses. Et vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est de partager nos apprentissages, euh, qu'est-ce qui a été plus compliqué, les outils qu'on a développés et que ce soit vraiment réutilisable aussi dans votre boîte, peu importe votre business et aussi la taille et on va dire la maturité de votre entreprise. Donc maintenant, si on veut rapidement faire un zoom sur Dashlane pour que vous ayez un peu le contexte sur quoi on travaille. Donc Dashlane, globalement, c'est quoi? C'est un gestionnaire de mots de passe donc qui vous permet en fait de stocker dans un coffre-fort vos identifiants, que ce soit vos logins, mais aussi des données de paiement, des données personnelles, et aussi donc de façon sécurisée d'une part, et aussi simplifier votre navigation sur le web en remplissant automatiquement les champs à partir des données que vous avez stockées dans votre coffre-fort sécurisé, j'insiste. Donc d'un point de vue produit, déjà c'est un SaaS, donc on a une formule d'abonnement. Et d'un point de vue produit, c'est vraiment un super terrain de jeu parce que c'est à la fois un business qui est B2B avec plus de 20 000 clients et aussi B2C avec plus de 15 millions d'utilisateurs. Donc c'est vraiment super intéressant de ce côté-là. On a plus de 10 ans d'existence, donc on est plutôt de type scale-up. Et pour vous donner une idée de la taille de notre organisation, on a un peu plus de 150 personnes qui travaillent dans les départements Product and Engineering. Donc voilà pour le contexte sur Dashlane. Maintenant, si on passe à la problématique du jour, donc c'est comment est-ce que on fait pour prédire et mesurer l'impact business des initiatives produits. Alors ça, c'est un gros sujet, vraiment très problématique, qui fait un petit peu rêver aussi et qui fait aussi pas mal débat. Mais globalement, un truc sur lequel tout le monde est d'accord aujourd'hui, c'est que dans l'environnement actuel, on a de plus en plus de pression sur le ROI de nos initiatives produits. Donc, c'est devenu un peu essentiel pour chaque product manager, d'une part, de définir de façon très impactante le rationnel business dès la phase de scoping d'initiative produit, et ensuite, après le lancement, d'être capable d'isoler l'impact et potentiellement même démontrer un impact sur le revenu incrémental mensuel que l'initiative a pu avoir. Et donc, en fait, pour faire ça, ça demande une très bonne compréhension des mécaniques de revenus de votre business. Ça demande aussi une bonne compréhension des comportements de vos utilisateurs et des interactions, des interconnexions entre tous les différents sous-systèmes de votre produit finalement. Donc nous, c'est une gymnastique qu'on a développée chez Dashlane. On n'est pas encore au top du top, mais en tout cas, on a fait pas mal de chemin et je pense qu'on a des choses à partager aujourd'hui. Euh, et du coup, avant de rentrer dans les détails, je pense qu'on pourra vous partager les slides à la fin. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions et rester attentif sur ce qu'on va vous partager. Globalement, les exemples un peu fil rouge qu'on va vous partager aujourd'hui, ça va être surtout sur du B2B SaaS de type scale-up. Mais ça n'empêche que ça reste applicable. Le raisonnement et la démarche restent applicables aussi pour des marketplaces, pour des startups plus early stage avec aussi moins de maturité.
Donc, restez avec nous jusqu'au bout. Merci Tanguy. Donc, pour vous donner une idée un peu des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, l'idée c'est qu'on commence par vraiment prendre du recul sur le business, qu'on essaie de comprendre quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour impacter le business, et qu'ensuite petit à petit on zoome et qu'on essaie de construire en fait un système qui mesure le produit et qui est très connecté au business, d'étudier un peu les chaînes d'impact entre les comportements utilisateurs et la capture de la valeur et ensuite voir comment on peut expérimenter, ajuster ce modèle, l'utiliser pour lancer les bonnes initiatives produits et finalement mesurer l'impact business de ces initiatives produits. Donc, pour commencer, on pense qu'avant de pouvoir prédire l'impact business des initiatives produits, c'est important en tant qu'équipe produit de définir sa zone d'impact dans le business de manière très haut niveau. Donc, le premier exercice que nous, on a fait, c'est déjà de penser le produit comme un système qui est assez complexe finalement. On sait qu'on évolue dans un marché, que notre expérience produit, elle est dans ce marché et elle est composée de plein de sous-expériences qui sont reliées entre elles. Et ce qu'on fait généralement en tant qu'équipe produit, c'est qu'on lance des initiatives produits pour essayer de l'améliorer, délivrer de la valeur aux utilisateurs et essayer du coup de capturer de la valeur et de faire progresser le business. Donc, ça permet vraiment de prendre de la hauteur et d'essayer de clarifier un peu les scopes des différentes équipes. Pour faire ça, en fait, la première chose qu'on a fait, c'est de mapper le Customer Journey de manière très haut niveau, donc qui est partagé par toutes les équipes. Donc là, c'est l'exemple à Dashlane du Customer Journey B2B où on commence à explorer le produit, les pricing. On a deux choix différents de commencer un trial ou d'acheter directement. Et ensuite, l'idée, c'est de devenir un utilisateur activé, puis engagé, puis qui peut renouveler sa souscription, ajouter des sites, upgrade. Et donc, si on prend par exemple l'équipe onboarding côté B2B, on est dans le domaine activation qui vraiment s'occupe de la partie early experience des utilisateurs. Et leur but, ça va être vraiment d'activer les utilisateurs. Et donc voilà, on sait qu'on travaille vraiment sur cette partie du Customer Journey et qu'on va devoir interagir avec le marketing, avec l'équipe growth sur ces problématiques aussi. OK. Donc là, à cette étape-là de votre réflexion et de votre raisonnement, vous savez exactement en tant qu'équipe où est-ce que vous vous situez dans le Customer Journey, quelle est votre zone d'impact. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez identifier les leviers de la formule de revenus que vous pouvez impacter à partir justement de votre zone de responsabilité. Donc, avant de faire ce lien concret entre votre zone de responsabilité et le levier du revenu, on va juste prendre un peu de hauteur sur la formule de revenu et essayer de comprendre finalement comment est-ce qu'elle est composée. Donc là, on reprend du départ. Donc, on est un B2B SaaS avec un tier-based pricing. Donc, globalement, pour ce type de business, ça va être super important de segmenter votre revenu en deux. Donc, le revenu qui provient de vos nouveaux utilisateurs et le revenu qui provient de vos utilisateurs existants. Et donc, pourquoi on fait cette distinction? Donc, si on va sur la slide suivante, globalement, c'est parce que les dynamiques derrière la génération de ce revenu, elles sont complètement différentes. Et du coup, ça va demander, de différencier les populations de départ qu'on va pouvoir impacter depuis finalement le haut du funnel jusqu'au moment de value capture ou justement vers la génération d'un revenu concret. Aussi, l'étape du cycle de vie utilisateur va être complètement différente et les zones du parcours client qu'on va impacter vont aussi être très différentes. Donc, par exemple, si on prend le nouveau revenu, vous pouvez voir que c'est vraiment un funnel, donc tout est interconnecté. On part des nouveaux utilisateurs gratuits et du coup, il va y avoir plusieurs étapes, plusieurs milestones qui vont les amener soit à faire une action d'achat directe, soit une action d'achat après une période d'essai. Et ensuite, dans un deuxième temps, ça va devenir la population de départ, en fait, tout en haut du funnel du revenu existant. Et donc, les leviers de la formule de revenu existant, ça va être le pourcentage le taux de renouvellement, on va dire, de leur subscription et le taux d'expansion vers soit acheter des sites, des sièges supplémentaires ou alors de passer sur un tiers plus cher. Et donc, si on passe sur la slide suivante, donc maintenant qu'on connaît un petit peu les grands leviers du revenu, du nouveau revenu et du revenu existant, on va aller encore zoomer encore plus profondément et on va essayer de comprendre quels sont les éléments de la formule de calcul de l'ARR, donc du nouveau ARR et de l'ARR existant. Donc, si je prends l'exemple du nouvel ARR,
Si on se focus par exemple sur le revenu issu des périodes d'essai, en fait, ce que vous allez pouvoir, les sous-leviers sur lesquels vous allez pouvoir jouer, ça va être le nombre de périodes d'essai débutées, le trial conversion rate et ce qu'on appelle l'ACV, donc l'annual contract value, qui se calcule à partir du nombre de sièges achetés et le prix payé par siège. Et donc ça, c'est vraiment en fait avec en fait, cette prise de recul sur votre formule de revenus, normalement, vous devriez être capable de facilement, entre guillemets, recalculer ou le recomposer à partir de ces différents composants et du coup, recomposer votre ARR mensuel. Et donc, nous, maintenant, l'exercice qu'il y a à faire, c'est justement d'établir ce lien entre les différents leviers du revenu, donc on a présenté juste avant, et votre zone de responsabilité dans le parcours utilisateur. Donc là, si on regarde un petit peu maintenant les différentes zones de responsabilité, si on reprend l'exemple de l'équipe onboarding dans le domaine activation, donc on se situe vraiment sur la période d'essai au niveau de justement la période d'essai du produit. Donc vraiment le levier de la formule sur lequel dont on est le plus proche et sur lequel on va pouvoir avoir un impact direct, ça va être le trial conversion rate. Si on parle par exemple du volume de trial started, de période d'essai débutée, ça va plutôt être du côté du marketing. Tout ce qui est levier de l'ACV, donc l'annual contract value, ça va plutôt être l'équipe grosse par exemple. Donc avoir aussi cette délimitation et faire ce lien entre les différentes équipes, ça permet aussi une meilleure collaboration au global dans le département produit, mais aussi cross-fonctionnel, parce qu'on voit que ça dépasse l'organisation produit, puisque marketing intervient aussi. Et donc, maintenant que vous avez fait cet exercice, on va aller à un niveau encore plus loin, qui va être, en fait, c'est quelque chose qu'on a fait chez Dashlane et qu'on a fait de notre côté avec Manu, c'est qu'on a, en fait, modélisé le revenu de Dashlane, donc spécifiquement ici, dans le cas présent, le nouveau revenu dans une feuille de calcul. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire le travail de l'équipe FP&A de votre boîte, mais c'est plutôt d'avoir un outil qui est directionnellement correct. Donc, comme je l'ai présenté avant, on a les leviers précis de la formule du nouveau revenu et du revenu existant. Donc, en faisant quelques multiplications, on devrait pouvoir retomber sur des chiffres qui font du sens. Surtout, ce qui est important, c'est vraiment être directionnellement correct. Donc, on ne va pas chercher à évaluer, par exemple, l'impact des discounts, l'impact du taux de change, par exemple, sur les revenus, mais vraiment se concentrer sur la mécanique et la direction du revenu qui doit se rapprocher le plus possible des baselines réels. Donc maintenant que vous avez, en fait, une fois que nous, on a fait cet exercice, en fait, on s'est rendu compte que c'était un outil qui était très utile pour nous en tant que product analyst pour aider au sizing des initiatives produits. Et en fait, on l'a fait évoluer pour que ce soit un outil self-service pour les product managers, pour qu'ils puissent eux-mêmes, à partir de leurs hypothèses, donc leurs hypothèses d'impact sur les différents leviers de la formule de revenu, matérialiser ça en est-ce que ça représente 10 000 ou 15 000 ou 30 000 dollars de revenus incrémental si l'initiative, elle a du succès, elle fonctionne. Donc, c'est vraiment un outil qu'on a réussi à recomposer et aujourd'hui qui fonctionne et qui est utilisé par les équipes. Et donc, souvent, une des questions qui venait, c'est que là, du coup, l'outil qu'on vous a présenté, globalement, il est structuré en plusieurs parties. Donc, il y a la partie baseline pour justement recomposer le revenu. Il y a la partie input, donc mettre ses hypothèses. Donc, par exemple, imaginons, je vais introduire un nouvel élément, un nouveau bouton ou, je ne sais pas, ajouter un guide dans la phase de trial. Je vais impacter le trial conversion rate. Bah, comment est-ce que j'estime le lift que je peux avoir finalement sur ce trial conversion rate? Est-ce que c'est 5, 10, 15, 20%? Et là, du coup, à partir de ces exercices-là, on a identifié 3 outils qui vous permettent en fait de bien définir les lifts, ou du moins au product manager de bien les définir. Donc, le premier, qui est un outil très utile en fait pour prendre un peu plus de recul sur le niveau d'impact que vous pouvez avoir avec votre équipe, c'est faire une analyse de sensibilité. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez tous les leviers de la formule de revenu. Là, notamment, sur l'exemple présent, c'est sur le nouveau revenu. Et vous calculez les baselines, vous les augmentez tous de 10% en faisant l'hypothèse que toute chose égale par ailleurs, qu'est-ce que ça donnerait en termes de revenus incrémental mensuel. Et vous regardez, en fait, quel est son niveau de sensibilité
à quel point, en fait, vous pouvez impacter le revenu incrémental mensuel et comment les leviers se classent les uns par rapport aux autres. Donc ça permet aussi aux équipes de se concentrer sur, par exemple, vous n'allez pas vous pouvoir concentrer sur le prochain quarter, sur augmenter l'ACV, augmenter le trial conversion rate, augmenter les direct purchase. Donc ça vous permet aussi de faire des choix de ce point de vue-là. Le deuxième outil, c'est donc si on reprend l'exemple de l'équipe onboarding, donc qui va surtout se concentrer sur trial conversion rate, bah, en fait, il va falloir aussi faire une analyse un peu des données historiques du trial conversion rate pour comprendre en fait quel niveau de contrôle vous pouvez avoir en fait sur cette métrique. À quel point elle est volatile, à quel point elle a évolué dans le passé, à quel point elle est stable. Ça vous permet d'évaluer le type d'objectif que vous pouvez vous fixer. Est-ce que vous devriez en fait la stabiliser au-dessus de la médiane pendant 3 mois, les 3 prochains mois, et ça vous permettra déjà de générer à long terme du revenu incrémental, ou alors elle est relativement stable et en fait simplement l'augmenter sera suffisant. Regardez quels ont été les points hauts, les points bas, et surtout comprendre quels ont été les facteurs d'impact. Parce que typiquement, si 90% des variations ont été générées causées par des facteurs externes qui sont hors de votre contrôle, ça va peut-être aussi être une métrique que vous aurez du mal à influencer. Et donc, c'est aussi une réflexion que vous devez avoir avec votre équipe. Et enfin, le dernier point, c'est d'évaluer quelle est la marge d'amélioration réelle sur votre métrique. Donc là, ce qu'on vous recommande de faire, c'est d'utiliser des benchmarks. Donc là, Lenny Rachitsky, Amplitude ou Startmogul qui ont la super documentation qui maintiennent de ce côté-là. Et en fait, l'idée, ça va être de vous dire, si vous avez un trial conversion rate qui est de 25% aujourd'hui et qu'en fait, ça se situe déjà dans les top tiers SaaS conversion rate, peut-être que votre marge d'amélioration, elle ne sera pas énorme et que ce n'est pas le meilleur levier sur lequel vous devriez jouer. Ou au contraire, si aujourd'hui vous avez un trial conversion rate de 5% et que vous arrivez vers votre exécutif, vous leur disiez, voilà, le prochain quarter, on va passer de 5 à 25%, c'est peut-être pas réaliste non plus. Donc, c'est vraiment aussi une manière de remettre du contexte autour des lifts et des objectifs que vous allez fixer sur les leviers de la formule de revenu. OK, donc maintenant, on a pris du recul sur quelle est notre zone d'impact sur le Customer Journey. On a une bonne compréhension de la formule de revenu. Et si on reprend l'exemple d'une équipe onboarding d'un B2B SaaS, on sait quel est notre levier de la formule de revenu référence qu'on va pouvoir impacter. Donc là, maintenant, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va… en fait, si on doit améliorer un trial conversion rate, c'est très large. Donc, il faut établir une sorte de niveau intermédiaire qui va être vraiment un objectif clé qui se rattache plus au comportement utilisateur que vous pouvez influencer pour vraiment pouvoir driver votre stratégie produit. Et donc, c'est là que vient le concept de North Star. Donc, qu'est-ce que c'est que la North Star? En fait, ça va vraiment être votre success métrique, un peu l'outcome de votre équipe, qui va être directement lié à des outcomes business. Donc, ça va être par exemple une action ou une combinaison d'actions que vous allez vouloir optimiser parce que d'une part, ça apporte de la valeur à vos utilisateurs, donc ça crée de la valeur pour eux, ils ont envie de continuer à utiliser le produit. Et d'autre part, en fait, réaliser cette action, c'est un leading indicator, ce qu'on appelle un leading indicator, donc une sorte de prédicteur d'un moment de value capture, donc d'une transaction par exemple, que ce soit pour les nouveaux utilisateurs, le premier achat, ou pour les utilisateurs existants, un renouvellement d'une subscription. Donc, comment est-ce qu'on fait pour établir ça North Star? C'est un exercice qui n'est pas facile. Nous, on l'a vu, on a fait pas mal de workshops et d'exercices avec nos équipes en interne. Et globalement, une réalité ou une chose qui est sûre, c'est que ça doit provenir de plusieurs sources. Insights quantitatifs, donc les différentes analyses que vous allez pouvoir faire, qualitatifs, les différentes discussions, interviews, insights utilisateurs que vous avez, une compréhension très fine des besoins utilisateurs et aussi un lien fort avec la vision produit globale. Donc, si on peut faire un petit zoom sur les insights quantitatifs ou sur les approches, parce qu'on est product analyst, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, il y a 3 outils ou 3 templates d'analyse qui peuvent être super intéressants pour vous aider à définir votre North Star. C'est la Aha Moment Analysis, la Behavior Conversion Matrix et les Red Rods Analysis. Ça, c'est 3 choses qu'on a faites et on a combiné les insights de ces analyses et ça nous a vraiment permis aujourd'hui d'avoir des insights très fiables qui drive beaucoup, qui ont permis d'aligner vraiment l'organisation produit, marketing et engineering sur les comportements utilisateurs optimisés très tôt dans le parcours utilisateur.
Donc maintenant, imaginez, vous avez du coup défini votre North Star. Très bien, vous avez établi une liste de comportements utilisateurs ou un comportement utilisateur. Maintenant, l'étape à réaliser, ça va être de valider la relation entre ce set de customer behavior et un impact business. Donc la première étape, ça va être de faire une petite analyse de corrélation. La deuxième étape, c'est une fois que vous avez vérifié la corrélation, ça va être de valider la causalité en lançant des initiatives produits où vous allez justement chercher à renforcer ce comportement utilisateur et voir si en retour, vous voyez justement un impact business. Ça va être via l'A/B testing, par exemple, ou l'expérimentation de manière plus générale. Et trois, ça va être super important de mettre en place du monitoring pour pouvoir valider que en fait, les corrélations ou la causalité se maintient dans le temps. Et une chose est sûre, et aussi c'est un truc qu'on peut vous dire, c'est que votre North Star, elle va évoluer au fur et à mesure que votre marché et votre produit changent. Donc maintenant, voilà, on a notre North Star qui représente l'objectif de notre équipe, qui va nous aider, on le sait, à prédire l'impact business, qui est très lié à l'impact business. Et maintenant, on va essayer de zoomer et de comprendre comment on va pouvoir influencer notre North Star, car on sait qu'elle est connectée au business, comment on va pouvoir la segmenter et être plus proche du produit, des comportements utilisateurs. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est de se dire c'est sûrement difficile d'impacter la North Star directement parce que ça peut être une métrique assez complexe qui englobe beaucoup de parties du produit. Donc, la question, c'est quelles actions on voudrait que les utilisateurs prennent pour faire plus de cette North Star. Donc, on la segmente en 2 ou 3 grosses actions sous des angles différents. Et la somme de ces actions, ça aura sûrement un impact positif sur la North Star à la fin. Et du coup, pour aller encore plus proche du produit, on peut encore décomposer ces actions en actions très spécifiques dans le produit qui vont nous permettre de lancer en fait des product initiatives qui seront très précises, qui seront liées à ces key actions dans les parties du produit, qui sont en fait, on peut les appeler des tactiques, des zones dans le produit qu'on veut vraiment essayer d'améliorer et qui vont avoir du coup cet impact sur le niveau qu'on appelle les goals, qui vont vers la vision qui est la North Star. Et la North Star, c'est vraiment, ça représente la vision user-centric et on sait que c'est lié aux business results. Et du coup, ce qui est important avec cette sorte de constellation de métriques, c'est de s'en servir vraiment comme une boussole et de pas en fait la prendre pour un outil qui restera fixe dans le temps, mais vraiment de toujours la tester, la challenger, parce que on peut avoir des key actions qui sont corrélés à la North Star, mais est-ce que ça veut dire une relation de cause à effet? On peut avoir des key actions qui sont plus corrélés à la North Star, donc c'est vraiment un exercice à faire sur le long terme et un outil vraiment à utiliser pour aller dans la bonne direction. Et du coup, maintenant qu'on a segmenté notre North Star en différentes couches vraiment actionnables et proches du produit, comment est-ce qu'on fait pour impacter notre North Star à partir de ce modèle? Et donc là, on va introduire l'expérimentation, un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé à Dashlane récemment. Donc, en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des leviers business tout en haut. Ensuite, on a trouvé notre North Star qui est le leading indicator et on l'a segmenté en key actions. Et donc, la question maintenant, c'est une fois qu'on est en bas de cet arbre, comment on fait pour le regrimper, entre guillemets? Comment on fait pour partir des key actions pour influencer notre North Star qui, on le sait, est connecté au levier business? Donc, l'experimentation, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé à Dashlane récemment. On pense que en fait, personne ne peut vraiment prédire l'impact d'une initiative produit en particulier. Si on regarde Harvard Business Review, il n'y a que 10 à 20% des changements chez Google et Bing qui ont eu un impact positif. Donc, ça veut dire que ne pas expérimenter assez, ça peut être risqué. Pareil, il faut être assez agile et expérimenter trop souvent, il y a un risque d'être en retard sur le marché, donc il faut trouver le juste milieu. Et du coup, si on regarde le revenu qu'on gagne grâce aux nouveaux experiments qu'on lance, c'est une fonction du nombre d'experiments, du success rate et du retour sur investissement en moyenne qu'on a. Mais ces deux paramètres-là, on ne peut pas trop les contrôler. Donc, c'est vraiment le nombre d'experiments qu'on lance qui va permettre d'accumuler des leçons, des learnings et qui vont nous permettre de trouver finalement la bonne solution au bon problème. Donc, comment créer en fait son plan d'expérimentation pour utiliser tout le modèle qu'on a vu juste avant, toute cette constellation de métriques. C'est un exercice qu'on a fait à Dashlane avec donc Product Analyst, Product Designer, Product Manager sur déjà
se faire quelques sessions ensemble sur, on s'aligne sur nos objectifs, donc quels sont nos success metrics, les jobs to be done, qu'est-ce qu'on va faire pour les utilisateurs en tant qu'équipe. Le product analyst, il peut s'occuper ensuite de récolter toutes les données quantitatives qui sont liées à ces objectifs, et le product designer et manager peuvent se concentrer sur toutes les données qualitatives comme les customer interviews, customer feedbacks. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'à partir de tout ça, on va pouvoir trouver des problèmes qu'on va devoir résoudre. Et le quantitatif et le qualitatif se complètent très bien. Un qui informe le pourquoi et l'autre qui informe le à quel point. Et du coup, une fois qu'on a ces problèmes, on peut en choisir un. Enfin, on peut déjà les ordonner en fonction de leur sévérité. Est-ce qu'il y en a un est-ce qu'il y a un gros drop-off dans le funnel qu'on veut adresser, ou est-ce qu'il y a plutôt des opportunités d'improvement, des opportunités de croissance? Et du coup, on va pouvoir choisir un problème en particulier et utiliser cette execution tree, qui est en fait une méthode qui vient de Spotify, où en fait, ça va nous éviter de passer du goal à la solution directement. Et du coup, on va passer du temps sur récolter les bonnes données, trouver des problèmes, opportunités, balancer plein d'hypothèses et s'aligner sur une en particulier qu'on va vouloir tester. Et ensuite, chercher plein de solutions possibles et en lancer une pour essayer d'apprendre en fait et valider ou non cette hypothèse. Et du coup, une fois qu'on a lancé un experiment, ce qui est important, donc, pour faire référence à la constellation de métriques, c'est de valider les relations de cause à effet. Donc pour ça, généralement, on a tendance à utiliser la pré-post analysis, qui est bien parce qu'on a des insights très rapidement, mais peut être biaisé parce que les cohortes pré et post, en fait, ne sont pas forcément exposés aux mêmes facteurs. Donc, il peut y avoir un biais sur cette analyse. Donc, deux outils qu'on utilise à Dashlane qui sont bien pour réduire ce biais, c'est l'A/B testing, qui est vraiment le meilleur standard, qui est très robuste, mais qui peut coûter en ressources. Et quelque chose qu'on a découvert récemment, c'est la causal inference. Grâce à une librairie de Google qui s'appelle Causal Impact, en fait, ça permet de prédire qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas introduit le changement. Et du coup, c'est un modèle prédictif qui permet de réduire un peu ce biais de la pré-post analysis. Mais il faut savoir que il y a beaucoup d'assumptions et il faut bien comprendre le modèle aussi. Et donc, ce qui va être clé pour le succès, c'est de vraiment toujours documenter ces experiments qu'on lance, d'apprendre à chaque fois et de prendre des décisions claires à la fin de ces expériments. Et en fait, d'avoir toutes ces archives, ça va permettre d'avoir beaucoup de knowledge et de finalement prendre les bonnes décisions sur le long terme et de lancer les bonnes initiatives produits. Ok, donc maintenant pour boucler la boucle et revenir très concrètement, si demain vous devez évaluer l'impact business d'initiative produit, voilà un peu les étapes qu'on vous recommande de suivre, ou du moins que nous on suit. Donc si on regarde les étapes avant le lancement, première chose, toujours définir l'impact rationnel, donc dès la phase de scoping. Et souvent, un bon retour d'expérience, c'est qu'on peut noter justement des initiatives qu'on va laisser de côté finalement parce qu'on n'arrive même pas à définir l'impact rationnel, l'impact business rationnel. Ensuite, étudier les chaînes d'impact. Donc, si vous impactez une zone du Customer Journey avec un funnel précis, étudiez les chaînes d'impact attendues à partir au changement que vous allez introduire. Définissez vos leading et lagging indicators que vous allez impacter. Calculez les baselines pour les différents drop-offs que vous souhaitez résoudre. Ensuite, si vous arrivez à construire votre ARR calculator que vous avez montré, c'est de rentrer vos hypothèses pour ensuite en ressortir l'expected incremental ARR, monthly incremental ARR que vous allez pouvoir en retirer. Définissez justement votre méthode de mesure de l'impact, quel outil vous allez pouvoir utiliser. Et surtout, définissez votre contrat de prise de décision au lancement pour ne pas avoir de biais. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on voit. C'est une fois qu'on commence à lire les résultats d'une expérience, la décision est complètement modifiée. Donc, soyez clair de ce point de vue-là. Et ensuite, après le lancement, voilà, il faut dérouler les étapes suivantes. C'est analyser l'impact. Donc ça va dépendre de la méthode de lancement et des outils que vous avez à disposition, que ce soit un A/B test, causal inference ou une pré-post analysis. Prenez votre décision. Comme l'a dit Manu, prenez le temps de documenter et d'archiver votre décision dans une sorte de book
of bets and experiments, donc où vous avez tous les performance readouts de vos lancements. Et surtout, avoir quelqu'un qui prend de la hauteur sur les résultats que vous avez collectés et justement utiliser tous les apprentissages pour mettre à jour votre constellation de métriques. Donc maintenant, si on prend très rapidement un exemple, donc là, on reprend l'exemple d'un B2B SaaS avec une équipe onboarding très spécifiquement chez Dashlane. Donc, tous les B2B leads donc, qui débutaient donc, une période de trial, elles arrivent sur le produit. Et donc, jusqu'à quelques mois, elles n'avaient aucun guidage pour justement découvrir quelle section elles devraient explorer, quelles sont les actions clés à réaliser le plus tôt possible. Et en fait, on a fait l'hypothèse que introduire en fait une sorte de Get Started Guide avec un set d'actions clés à performer dès l'arrivée sur le produit, ou du moins dès les premières étapes, ça allait augmenter le taux d'activation des utilisateurs. Et donc, comme si le taux d'activation des utilisateurs augmente, alors on allait avoir un impact positif sur le trial conversion rate. Donc, très rapidement, voilà le type de template qu'on utilise. Donc, c'est des données fausses, bien sûr, qu'on utilise dans la présentation. Mais voilà, en fait, ce qu'on a construit, c'est une sorte de business impact canvas qui va nous forcer, en fait, à chaque fois à se poser les bonnes questions et aller au bout du raisonnement de l'analyse d'impact pré et post d'une initiative produit. Donc, avec vraiment le renseignement du coup, l'analyse de l'hypothèse, le rationnel business, l'analyse d'impact sur le funnel, donc d'abord les baselines et drop-off baseline, les leading et lagging indicators, le calcul de la taille de l'opportunité. Donc ça, il y a deux éléments. Le premier, c'est quelle est la taille de l'opportunité, donc quelle part du customer journey vous allez impacter, et donc combien d'utilisateurs par mois vont être touchés par le changement. Et ensuite, alors ça, c'est l'étape qui est vraiment que nous, on aime bien, c'est de faire un peu le calcul de, bon voilà, si toutes nos hypothèses tiennent, qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de lift et en termes de revenu incrémental à la fin. Et donc ça demande pas mal de réflexion, mais globalement, c'est une gymnastique qui permet d'être très robuste dans son approche d'initiative. Et ensuite, bah, selon la façon dont vous allez lancer, quel est le type d'outil que vous allez utiliser pour analyser l'impact, votre decision matrix, donc toujours avec une decision métrique et des guardrails métriques, justement, parce que voilà, vous voulez un impact net positif sur le revenu. Et finalement, la documentation de l'impact derrière avant, donc expected versus actual. Donc, pour conclure, les 3 points qu'on veut vraiment mettre en avant par rapport à la problématique de base qui est de prédire l'impact business des initiatives produits, c'est finalement, ce qui est intéressant, c'est pas de prédire l'impact au dollar près d'une initiative produit en particulier, mais plutôt en fait d'essayer d'aller dans la bonne direction, d'utiliser tous ces frameworks, outils qu'on a présentés comme vraiment une boussole pour comprendre les leviers business qu'on va impacter, les ranges d'impact et connecter tout ça en fait aux produits et des choses vraiment actionnables. Et du coup, pour faire ça, on a l'experimentation, on a le raisonnement scientifique qui permet de finalement trouver le bon problème à la bonne solution grâce à tous les learnings qu'on accumule, aux performance readouts, aux decisions. Et finalement, c'est toute cette connaissance qu'on accumule qui va permettre de croître sur le long terme et d'avoir un impact positif. Et donc, ce qui est très important, du coup, c'est quand on lance des initiatives produits, comme Tanguy l'a montré, c'est de mesurer vraiment l'impact business. Et ça va permettre d'avoir une bonne connaissance business dans les teams produits et d'aligner les teams sur la priorisation et sur voilà, d'avoir une bonne culture business. Donc là, c'est juste une petite slide récap sur les outils qu'on a présentés sur toutes les différentes parties. Si jamais vous voulez revenir sur la présentation, piocher dans ces outils. Et du coup, Tanguy et moi, on est vraiment passionnés par ce qu'on fait, par tous les sujets product, growth, analytics. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn si vous voulez des templates en particulier qu'on a utilisés chez Dashlane. Si vous voulez discuter plus en détail de ces sujets, on sera super content. Et voilà, du coup, très content d'avoir pu présenter tout ça et je pense qu'on peut passer une session de questions-réponses si vous en avez maintenant. Merci beaucoup. Franchement, c'était dense, mais super intéressant. J'espère que vous avez apprécié également
Dans le chat, on va beaucoup plus loin que, que le Rice qu'on voit un peu partout en produit. Et franchement, c'est très puissant, à mon avis, comme outil d'alignement pour les équipes et surtout de pouvoir rentrer dans autant de niveaux de détail. Encore merci. On a pas mal de questions dans le chat. Alors, je vais essayer de les centraliser pour vous en donner quelques-unes. Alors, juste, moi, j'en avais noté deux, si vous permettez. Hein, je me permets ce privilège. Vous parliez justement de la formule du nombre d'expérimentations fois le taux de succès fois le ROI, hein, qui permettrait un peu de prédire l'impact. Et effectivement, c'est plus sur le nombre d'expérimentations qu'on a la main. Est-ce que vous suivez quand même l'évolution du taux de succès, justement, votre capacité à potentiellement vous améliorer sur la prédiction? Ouais, très bon point. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire, on va dire, chez Dashlane, vraiment cette notion d'expérimenter, de vraiment avoir ce process assez clair où on est une triade, product designer, analyste, PM, et on réfléchit sur des problèmes qu'on a trouvés, on expérimente. Donc, je pense qu'on n'est pas encore à l'étape où on a lancé assez d'expériments et où on a ce recul pour mesurer un peu notre success rate. C'est vraiment quelque chose qu'on a commencé à faire de manière vraiment rigoureuse. Mais en effet, ça peut être très bien de comparer un peu ce success rate à des Google et Bing. En effet, ils ont un success rate assez faible. Ça peut aussi être dû au fait qu'ils lancent plein d'A/B tests en continu et du coup des variations très dures à trouver. Et c'est vrai qu'à notre stage de startup scale-up, on va plutôt chercher des initiatives produits qui vont avoir un gros impact, surtout au début, et pas forcément de l'optimisation de, par exemple, la couleur d'un bouton ou des choses comme ça. Ça va essayer de, par exemple, le Get Started Guide, voir quel est l'impact de ce genre de choses. Euh, donc, ouais, je pense que c'est un truc très important, mais on n'est pas encore à ce niveau de recul de mesurer le success rate de nos expériences. Et écoute, j'enchaîne avec mon autre question. Tu le mentionnes, le Get Started Guide. C'est juste par rapport à votre rôle, étant donné qu'aujourd'hui vous êtes Product Data Analyst. C'est pas un métier qu'on voit partout, forcément, notamment dans des entreprises plus petites. Mais finalement, de ce que je comprends de la présentation, vous êtes également impliqué dans les solutions, finalement, là, ce Get Started Guide, je suppose que vous l'avez travaillé avec le PM, mais à quel point est-ce que vous étiez impliqué, disons, dans la conception de la solution, tout simplement? Ouais, c'est une très bonne question. Et en plus, ça a été un des projets qui nous a permis d'avoir pas mal d'apprentissage sur la collaboration PM-analyste. En fait, ce Get Started Guide, il est un peu né d'une analyse proactive qu'on avait faite justement sur les comportements clés dans l'application très tôt. Donc, en fait, on a essayé d'évaluer si dans le parcours utilisateur B2B, donc pour un B2B lead, est-ce qu'il y avait une expérience optimale? Donc, c'est-à-dire une liste d'actions clés, un enchaînement, une combinaison d'actions clés à effectuer dans un certain laps de temps. Et du coup, essayer de designer ce customer journey à partir des insights quantitatifs. Donc, c'est là justement qu'on a utilisé les différents templates d'analyse. Manu, si tu veux revenir dessus au niveau des slides, donc les Red Routes Analysis, les Aha Moment Analysis et Behavior-Based Conversion Matrix pour identifier quels sont les comportements liés à la rétention et la conversion. Et en fait, une des choses clés dans la collaboration avec le PM, c'est qu'on n'a pas attendu d'avoir finalisé toutes ces analyses avant de commencer à les partager. On a vraiment essayé de partager nos résultats progressivement, de faire des points réguliers pour justement qu'il nous apporte aussi son expertise métier et ses questions qu'on pouvait encore plus challenger pendant l'analyse plutôt que d'avoir tout packagé à la fin et ensuite de revenir dessus. Et donc, en fait, ça a vraiment permis de s'aligner et d'aligner à la fois les équipes marketing, donc lifecycle marketing, euh, product marketing, euh, product management et aussi engineering sur un peu le parcours client qu'on voulait optimiser. Et ça touche aussi les sales qui sont un peu meilleurs en fait aujourd'hui grâce à ça pour conseiller les leads dans l'exploration du produit le plus tôt possible. Donc c'est vraiment une sorte d'alignement qu'on a réussi à générer grâce à ces analyses. Et du coup, c'est ça qui a en fait informé la structure du Get Started Guide. Donc, quelles actions on allait recommander, dans quel ordre.
Donc, c'est un peu ça le partenariat qu'on a établi avec eux. Ok, très clair. Je pense que ça répond un petit peu à ta question, Dounia. On avait Dounia qui nous demandait justement comment est-ce que vous collaboriez avec les PM sur toutes ces étapes. Alors, il y avait une autre question qui est pas mal revenue, c'était sur la North Star de Dashlane. Mais justement, si on reprend la presse, ce que vous nous expliquiez, c'est qu'il n'y a pas forcément une North Star qui va être immuable, mais que en fonction de ce qu'on essaye de tacler, justement, on va essayer d'en définir une ou l'autre. Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. On a eu beaucoup d'itérations sur le sujet. Alors, d'où est-ce qu'on est parti? Au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait par squad, on a fait des workshops, des North Star workshops, où en fait, on mettait dans la même pièce les PM, les analystes, les product designers et les engineering, voilà, les développeurs. Et on essayait de faire des sortes de workshops pour arriver à construire notre constellation de métriques et ensuite que chacun arrive avec sa constellation de métriques et d'avoir quelqu'un qui soit un peu le garant de voir les interactions et les overlaps entre les différentes constellations de métriques de chacun des squads. Donc ça, c'est un truc qu'on a essayé de faire. On a mis en place du monitoring, on a mis en place des dashboards et chaque équipe, justement, a essayé de le maintenir. Ensuite, on a eu une deuxième phase. Donc ça a tenu plus ou moins longtemps parce que forcément, quand il y a des changements de stratégie, bah, c'est des choses qui sont assez lourdes à refaire. Et surtout des changements aussi d'ownership dans le customer journey. Nous, notre organisation de produit, elle a beaucoup évolué dans l'année dernière. Donc forcément, ça a fait que ces exercices peuvent, on va dire, être dépréciés assez vite. Et ensuite, on a essayé de le faire un peu plus haut niveau, au niveau du business B2B. Donc, ce serait quoi la North Star? Ce serait quoi le set de la maturité d'un point de vue utilisation de produit pour un logo, en fait, une team qui serait cliente chez nous. On a essayé de le définir. Et donc, globalement, là où on est, c'est qu'on a encore déprécié cette définition. Donc, c'est vraiment un process continu et on est constamment en train de la chercher. Mais globalement, un truc qui reste commun, c'est que ça fait vraiment accélérer et aligner les équipes sur la direction qu'on veut prendre, en fait. Merci beaucoup. Alors, je repasse dans les questions. Il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises, justement sur cette partie expérimentation. Comment est-ce que vous vous assurez finalement de ne pas lancer plusieurs expérimentations en même temps et du coup de ne pas pouvoir bien déterminer les relations de cause à effet finalement? Ouais, bah ça en effet c'est une très bonne question et justement on est confronté parfois à ce biais où bah, on sait qu'il y a des campagnes marketing donc on ne sait plus forcément bah, est-ce que voilà est-ce que c'est l'initiative produit qui a eu un impact, est-ce que c'est cette campagne marketing. Et justement voilà ce qu'on a utilisé récemment, cette méthode de causal inference. Alors, parce que voilà, l'A/B testing aujourd'hui chez Dashlane, on a un outil in-house, mais qui n'est pas forcément optimisé ou qui peut être coûteux en termes de ressources, de temps. Et du coup, cette méthode qu'on a trouvée de causal inference, elle permet en fait vraiment d'isoler l'impact et d'enlever les biais au maximum. En fait, l'idée, c'est que le modèle, on essaye de prédire en fait ce qui se serait passé si on n'avait pas introduit le changement. Et pour faire ça, on utilise des covariates qui sont en fait des métriques qui sont corrélées à celles qu'on veut prédire. Euh, et du coup, euh, ça fait que bah, on limite vraiment le biais et on est beaucoup plus serein sur euh, on voit en fait avant, après, est-ce qu'il y a eu un impact sans ce biais de pré-post analysis. Euh, Ok, merci. Pour rajouter juste Écoutez, oui, un dis-moi. truc rapidement, je pense que d'un point de vue organisation, quelque chose qui est vraiment important, c'est de mettre en place des sortes de comités pilotes sur un peu plus haut niveau sur les différentes sections de votre business pour justement avoir la vue d'ensemble de l'ensemble des expériences, des paris que vous voulez lancer pour être sûr qu'il y ait une bonne communication à la fois entre le marketing, le produit, la finance, l'analytics, etc. Donc ça, c'est aussi un truc qu'on a mis en place récemment et qui permet d'avoir cet alignement-là. Il est 12h50. C'était franchement super intéressant. Je suis ravi d'avoir pu faire ce replay avec vous et je parle un peu pour l'audience. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de demandes, notamment parmi les nombreux templates, outils, méthodes que vous avez décrits. Merci à tous
pour votre temps. N'hésitez pas à donner une petite note sur 5 dans le live, hein, de 0 à 5. Ça nous encourage et on espère vous revoir très prochainement sur nos prochains événements.